Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct d'Agrimax. Alors, non, vos sols ne sont pas morts, mais ils pourraient certainement être en meilleure santé. Et justement, on va en parler avec Sophie Maillon. Bonjour Sophie Maillon. Bonjour. Alors Sophie, vous êtes pédologue à la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est et à vos côtés, Thomas Guilbourg. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes conseiller à la Chambre d'agriculture de la Moselle. Sophie, la première question, c'est pour vous. Alors on dit partout que les sols sont morts. Vous dites non, attention, ils ne sont pas forcément morts. Oui, alors effectivement, quand on dit que les sols sont morts, en fait, on fait passer un message très alarmiste, mais qui a eu le mérite en fait, de remettre en avant les sols et au cœur de l'agronomie. Enfin, c'est quand même un outil de travail pour l'agriculture. Et ils ont été assez écartés. On avait plein de solutions pour tous les problèmes. À chaque problème, on avait une solution même dans les années 80-90. Mais aujourd'hui, voilà, on voit un petit peu des limites et on est plus sensible à ça. Si les sols étaient vraiment morts, en fait, il y a une chose tout simple, c'est que tout ce qui tombe à la surface du sol s'accumulerait et voilà, on serait noyé dans une, on va dire, dans une bonne couche de matière organique. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de dégradation, par exemple, des feuilles. C'est ça resterait à la surface. Alors, moi, quand je vous dis non, les sols ne sont pas morts, en fait, j'aime bien m'appuyer sur des chiffres et sur des observations. Alors, pour cela, donc, je vais vous parler un petit peu de quelques analyses qui sont réalisées par les conseillers des chambres, notamment, pour comprendre le fonctionnement organo-biologique des sols. Et donc, si c'est organo-biologique, c'est qu'on va s'intéresser à la partie matière organique, aller dans le détail de la composition de ces matières organiques. Alors certes, dans la CSURN, mais maintenant, on a des outils qui sont plus performants pour pouvoir piloter ces matières organiques. Et organo-biologique, parce que voilà, on est en train de parler des organismes qui vivent dans le sol, donc on a des outils aussi pour mesurer cette activité biologique. Et ces analyses, donc, elles permettent aux agriculteurs d'améliorer leurs pratiques. C'est le but initial, en fait, savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir une meilleure fertilité, une meilleure activité biologique, une meilleure minéralisation. Et puis, nous, derrière, avec l'ensemble des analyses, ça nous permet d'avoir une connaissance sur l'état des sols de la région. Et d'où, voilà, on a sorti une petite plaquette. Alors, je la montre à la caméra, je ne sais pas si ça sert. Voilà, il faut le tenir bien droit comme ça, sans bouger. Voilà, donc je vais vous montrer un seul graphique sorti de cette présentation. Je vais essayer de vous le vulgariser un peu pour que ça pique pas trop les yeux. Et dans cette base de données, on a 430 analyses et on mesure l'activité biologique par la biomasse microbienne, c'est-à-dire la quantité de champignons et de bactéries qui sont dans le sol. Donc ça peut être mesuré dans les sols cultivés, dans des sols de forêt aussi, dans les sols maraîchers, enfin ça peut se mesurer un petit peu partout. Et alors il y a plein de façons de mesurer la quantité d'activité qu'il y a dans le sol. Il y a les vers de terre, il y a des nématodes, il y a les molécules ADN, enfin ça se développe énormément. Nous, on aime bien ces mesures de biomasse microbienne parce qu'il y a un référentiel solide derrière, qu'elles sont assez faciles à mettre en œuvre. On fait des analyses de terre, on va dire, classiques, enfin, on envoie des sondages. Et puis, on a suffisamment de recul pour pouvoir faire des préconisations et mettre en œuvre des actions qui sont même quantifiées. Savoir si on va mettre plus de compost, et quel type de compost, ou s'il faut des couverts. Enfin, voilà. Donc, c'est ces types d'analyses-là qu'on essaye de mettre en avant aujourd'hui auprès des agriculteurs. Donc, je vais vous montrer un graphique, mais n'ayez pas peur, on va le décortiquer ensemble. Allez-y. Alors, à la verticale, alors, je ne sais pas si on voit ma souris là, c'est donc la fameuse biomasse microbienne. C'est la quantité de micro-organismes qu'on a dans la terre, dans 1 kilo de terre. Et à l'horizontale, c'est la teneur en matière organique. OK ? Voilà. Et donc là, on a les résultats pour 258 parcelles. Et vous avez des couleurs différentes sur les points en fonction de l'usage. Donc il y a une grande majorité de verts clairs qui correspondent au sol de grande culture, c'est ça qu'on a en majorité. Et puis il y a quelques points verts foncés, ce sont plutôt des prairies. Il y a des vignes et vergers, alors peut-être que ça ne se voit pas très très bien à l'écran, voilà, c'est différentes nuances de vert. Et donc je m'appuie sur ces valeurs-là pour vous montrer voilà, les valeurs les plus faibles. En fait, quand on est en dessous de 250, enfin voilà, sur cette valeur, sur ce graphique, c'est là qu'on va avoir des sols qui effectivement sont dans une situation probablement problématique. Donc voilà, mais sur nos 258 parcelles analysées, là, on n'en a que 10-15. Donc voilà, ok, il y a des situations qui ne sont pas bonnes,
mais c'est pas énorme. Et le reste, alors, pardon, j'ai fait une petite manip, voilà. À l'autre bout, en haut, là, bah ça c'est une valeur très très forte, vraiment quand on est à... Vous imaginez, ça fait 2 grammes de microbes par kilo. Enfin, c'est bon, voilà, c'est beaucoup. Et sachant la taille de ces micro-organismes. Donc ça, on les trouve souvent en prairie. Et alors l'autre chose qui est intéressante, c'est la relation très forte qu'il va y avoir entre la teneur en matière organique et la biologie. Ça, c'est vraiment le premier levier sur lequel on peut agir quand on veut stimuler et favoriser la fertilité biologique et dire on va remettre en avant, on va le remettre en fonctionnement, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier outil qui permet de savoir si oui ou non on a des sols qui sont peu actifs. Voilà. C'est super intéressant. Donc ce que je retiens, c'est qu'il y a relativement peu de parcelles où on est en dessous d'un seuil où on va dire que le sol ne fonctionne pas très bien parce qu'il n'y a pas de micro-organismes. À l'inverse, il y a quelques situations où il y en a aussi beaucoup, 2 grammes par kilo de terre, effectivement c'est beaucoup. Et puis, de façon globale, on se rend compte que plus il y a de matière organique, plus il y a de micro-organismes, et là, ça fonctionne. Alors, justement, il y a des sols où il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous savez les caractériser ? Alors, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on ne va pas avoir beaucoup d'activité biologique ou pas beaucoup de matière organique. Donc, pas beaucoup d'organismes vivants. Alors, on a vu donc, la matière organique. Déjà, en fait, pourquoi c'est que les organismes du sol ont besoin de manger. Et ils se nourrissent de cette matière organique qui revient au sol. Voilà, ça, on le sait, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Et il y a un deuxième facteur. Donc, si on parle du couple gîte et couvert, on a parlé du couvert, c'est la nourriture, la matière organique, et le gîte, c'est la structure du sol. Et là-dessus, en fait, effectivement, on voit, et notamment cette année, Thomas en reparlera, on voit des parcelles où il y a des soucis. En fait, pourquoi ? C'est qu'il faut, pour ces organismes, qu'il y ait de l'air qui circule. Il faut qu'ils puissent accéder à différentes particules et qu'ils sentent bien. Et donc ça, c'est le gîte. Et pour ça, il faut que la structure du sol soit bonne. Et là, alors, je vais vous montrer une photo où ça ne va pas. Alors vous allez me dire, c'est tout brun, je vois rien. Alors, on va regarder ça ensemble. Déjà en surface, sur cette parcelle, alors là on ne le voit pas sur la photo, mais c'était complètement glacé. C'est une parcelle de tournesol, donc pas encore récoltée. Glacé, ça veut dire battance. Oui, c'est la battance. Ouais. En fait, en surface, on voit une structure qui est assez fine. Il y a de l'aération. Et en dessous, en fait, on a une énorme structure massive. Et ça, ça c'est quelque chose qui va être assez néfaste parce que il n'y a pas de possibilité l'air va pas circuler, l'eau va pas circuler, voilà. Et quand je dis l'eau va pas circuler, ça va se manifester par ceci. Ça, ce sont les taches des grands aplats couleur rougeâtre, rouille. Et c'est le fer. Alors le fer, on dit c'est l'ami du pédologue. C'est lui qui va colorer, qui va être témoin de certains processus dans le sol, et notamment la présence d'un oxy de côté sans oxygène. Et à côté de ça, alors là c'est le pompon. Alors c'est pas tout à fait les mêmes nuances, mais c'est encore une tache. C'est une tache qui est plutôt gris-bleu. Et là, voilà, de ces endroits, ça c'est vraiment les zones qui sont anoxiques. C'est-à-dire que le fer, il va partir de là. Les organismes qui sont là-dedans, ils sont pas bien du tout. Et le fer va partir, il va aller précipiter à des endroits où il y a un peu de circulation. Donc là, dans ce sol-là, les pratiques ont fait qu'il y a une structure massive et qu'il y a un problème. Et donc ça peut provoquer une faible quantité d'organismes du sol. Et je dis bien que c'est les pratiques parce qu'à côté, mais vraiment de l'autre côté du chemin, il y avait une friche. Alors certes, c'est une friche, donc c'est pas productif, mais ça permettait de voir que le fonctionnement naturel du sol, sans pratique, qui s'était remis en état, n'avait pas du tout de problème de circulation d'eau, en fait. Donc c'est bien les pratiques. Et là, donc c'est un travail avec l'agriculteur, voir ce qui est possible de faire pour améliorer et faire en sorte que le sol aille mieux. Parce que là, dans cette situation-là, typiquement, les racines ne vont pas descendre, elles n'ont pas d'accès, donc elles ne vont pas pouvoir accéder à l'eau. Alors cette année, c'est pas un problème pour beaucoup, mais il y a bien des cas, on parle du changement climatique, où la réserve utile, l'accessibilité de cette réserve utile est primordiale. Voilà, donc le micro-organisme, c'est comme un animal d'élevage, il a besoin du gîte et du couvert, il a besoin de respirer, de vivre, de pouvoir évoluer. C'est votre vision aussi ? Bien sûr, parce que le sol, on parle d'activité biologique, de fertilité biologique,
c'est ce qu'on a évoqué. Mais ce qui est important de voir dans le sol, c'est vraiment cet horizon à 360 degrés, où en fait on a la fertilité biologique qui en fait dépend de la fertilité de la structure du sol, comme disait Sophie, et également de la fertilité chimique. Donc les sols qui ont une bonne fertilité biologique, finalement ce sont les sols qui ont également une bonne fertilité physique, qui n'ont pas de souci de tassement, pas de souci de porosité, et des sols qui ont également une bonne fertilité chimique, donc un environnement dans lequel les micro-organismes ils peuvent bien vivre et se développer et donc avoir un impact également positif sur la structure du sol. Donc c'est vraiment un ensemble. Ouais. Alors si on est dans les parcelles, vous savez, en dessous du trait rouge et qu'on a envie d'essayer de faire du mieux, c'est-à-dire de corriger, de pouvoir avoir une action, la première étape quand même, Thomas, c'est d'aller observer, parce que si on n'observe pas, bon, on va rester dans l'état éternellement. C'est ça, donc il y a on va dire le levier principal déjà pour l'agriculteur, c'est d'aller voir ce qui se passe dans son sol. Donc pour ça, il y a différents outils qui peuvent être mis en œuvre. On peut utiliser des pénétromètres, donc c'est une tige qui va permettre de voir à quelle profondeur le sol est tassé. Il y a des analyses chimiques qui peuvent être utilisées. Donc il y a plein de choses qui peuvent être utilisées, mais pour ça, il faut qu'on ait vraiment cette vision du sol et qu'on aille voir ce qui se passe. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est la porte d'entrée essentielle pour après mettre en place des bons leviers pour justement rectifier la fertilité de son sol. Alors justement, si on actionne les bons leviers pour corriger la fertilité, est-ce qu'on y arrive? Est-ce que ça marche? Donc, on peut voir des choses très rapidement, hein, comme le disait Sophie, quand on va jouer sur justement une structure du sol qui est dégradée, on va enlever cette lame qui est vraiment imperméable. On va tout de suite avoir l'année qui suit des racines qui vont pouvoir mieux se développer et forcément une plante qui va avoir de meilleurs rendements et on va le voir directement. Par la suite, il faut bien être conscient qu'il faut bien entretenir cette fertilité. Donc on parlait de gîte et de couvert, donc c'est important justement de donner à manger à ces micro-organismes, faire attention à sa structure de sol, regarder, toujours observer bien son sol, qu'est-ce qui se passe et faire des petits réglages, des petites modifications pour qu'on puisse toujours maintenir cette fertilité globale du sol. Ce que je retiens, c'est l'action humaine peut dégrader cette fertilité et elle peut aussi la corriger. Comme vous disiez, si on donne à manger en fait au microbiote, on parle de microbiote du sol, comme on parle de microbiote intestinal. Il y en a qui parlent de holobionte, enfin il y a plein de termes. Okay. Moi, j'aime bien les micro-organismes, après c'est effectivement il y a tout un terme. Est-ce que, vous l'avez dit, c'est assez rapide, ça veut dire quand vous dites rapide le retour à un sol fertile par rapport à un sol qui est en dessous la barre rouge, ça veut dire quoi? Quelques mois, quelques années? Je pense que chaque situation est différente. Pour ce qui est problème de structure, c'est des choses qui peuvent être corrigées assez rapidement, mais tout dépend également de quel type de problème on a, hein. Donc c'est vraiment un diagnostic qui doit être fait à la parcelle ou à la zone de parcelle concernée. Quand on parle plutôt de l'activité biologique, recréer de l'activité biologique, la redynamiser, c'est des processus qui peuvent être un peu plus longs, justement le temps que les micro-organismes reviennent coloniser et qu'ils se redéveloppent, que les populations reviennent. Sophie. Oui, je me permets de compléter. Il y a eu des essais, alors plutôt réalisés par des chercheurs, avec des outils de scanner en fait du sol, et ils ont montré qu'au bout de 2 ans, ils ont pu faire recoloniser un ensemble de sols par les vers. Donc là, on n'est pas sur les micro-organismes, mais les vers, voilà, s'ils sont à proximité, ils peuvent recoloniser et recréer de la porosité en 2 ans. Voilà. Donc il y a une bonne résilience pour employer le terme. Et quand vous parlez de scanner, c'est un scanner qui permet de mesurer la porosité, c'est ça? Alors pas dans cet outil, ça existe aussi, mais là c'est un outil où on prélève une colonne de sol et on va le passer au scanner. Enfin c'est de la tomographie, voilà, c'est les outils médicaux. On utilise là-dessus. Thomas, vous voulez compléter? Non, c'est bon. Non, alors, on va prendre un cas très concret. Enfin, est-ce que vous avez un cas concret qui montre que oui, on peut corriger? Tout ce qui est travail du sol, justement, ce sont des choses qui sont mises en place pour modifier justement la structure du sol et aller chercher cette zone qui justement est imperméable pour recréer de la porosité dans le sol. Je pense qu'il peut être également intéressant, c'est au niveau de tout ce qui est restitution des pailles, restitution des couverts en
en agricole. Je pense que c'est quelque chose qui est à la portée de tous, puisque ce sont des choses qui sont mises en place déjà actuellement, mais les restituer au sol, ça donne à manger justement à ces micro-organismes. Et voilà, j'ai envie de dire, les éléments sont à disposition des agriculteurs. Le tout, c'est de bien les utiliser au bon moment et dans les bonnes situations. Donc c'est vraiment, on en revient à l'observation. Je pense que c'est ça qui... C'est la clé, la base. La clé, c'est l'observation. Sophie, je crois que vous êtes venue avec une photo de maïs, non? Oui. Qui est parlante. Je remets une petite photo. Alors voilà, ça c'est aussi le même jour qu'on a vu la photo précédente. On était dans une parcelle, voilà, du maïs, et ça c'est quand on a sorti le profil. En fait, il y avait énormément de mottes, des grosses mottes. On s'est dit waouh, quand même, il a réussi à pousser là-dedans. C'est exceptionnel quand même, un niveau de mottes comme ça. On n'en voit pas tous les jours. Non, on n'en voit pas tous les jours, non. Et en fait, c'est un super beau maïs. Voilà. Donc, il a très bien poussé. Il a très bien poussé parce qu'en fait, quand on regarde bien les racines, certes, il y a une structure qui est assez compacte, mais elle est poreuse justement. Quand je parlais des calories de verre, en fait, c'est un sol. Alors, il se trouve que celui-là, il est en semi-direct. On peut aussi avoir des tassements en semi-direct. Donc là, c'est possible. Mais le fait est que les vers ne sont pas dérangés et du coup ils arrivent à faire une porosité et à faire en sorte que même s'il y a une côté assez compacte qui est renforcée là parce que le sol était quand même assez sèche, assez sec, les racines peuvent descendre et ils prospectent et du coup le maïs était en pleine forme. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Il faut déduire que quelque part la nature est bien faite. C'est-à-dire que si on n'asphyxie pas totalement, elle arrive quand même à tirer parti du milieu dans lequel elle se développe. À un certain niveau, elle est capable de s'adapter. Mais surtout, ça veut dire qu'on peut mal interpréter un signal, une information. Et surtout qu'il faut observer et prendre du recul par rapport vraiment aux situations et savoir quel est l'objectif. On met souvent l'accent sur l'activité biologique. Il ne faut pas que ce soit au détriment. Il faut que si, in fine, à quoi ça sert? Ça sert à ce que les racines puissent prospecter et que la culture, en tout cas pour ce qui est des parcelles agricoles, que ça pousse. Donc il faut observer tout et pas faire effectivement de mauvaises interprétations. Il y a besoin d'une petite expertise, quoi. Thomas, peut-être un dernier point. Comment vous accompagnez-vous les chambres d'agriculture, justement les agriculteurs? Justement, nous, ce qui va être mis en place et ce qu'on va proposer, c'est justement de proposer aux agriculteurs des accompagnements avec des diagnostics complets. Donc, comme on l'a évoqué, grâce à une vision complète du sol, donc des différentes fertilités, ce qui permet justement sur les parcelles à problématique que l'agriculteur a mentionné, on va pouvoir faire un travail vraiment précis grâce à des analyses, également à des observations terrain qui est in fine donner des solutions aux agriculteurs pour vraiment redonner de la fertilité au sol et ce que les rendements suivent également. Donc au final, le message est assez positif. Ça veut dire que c'est pas la catastrophe non plus. Il y a quelques sols qui sont en situation compliquée, mais c'est pas la totalité des sols. Ça veut dire qu'il y a des leviers sur lesquels on peut agir, moyennant bien sûr le fait d'observer, d'analyser, se faire accompagner. C'est un peu ça les maîtres mots? Oui, ça me va tout à fait. Alors, en tout cas, merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau pour porter ce message. Et Sophie, Thomas, merci bien. Merci à vous. Merci à vous. Et puis surtout, merci à vous.